Juger. Tout le monde le fait et nous sommes aussi jugés malgré tout. Semblerait que ce soit normal et inévitable. Abusons-nous de la chose en condamnant? Les prisons sont pleines de condamnés, parfois innocents. Qu'advient-il de nous lorsque quelqu'un nous condamne sans nous aviser? Et où est la limite entre juger et condamner? Bienvenue dans la richesse des différences, le podcast où l'on démystifie les subtilités de la vie et on s'ouvre à une réalité plus vaste en choisissant de s'ouvrir sans jugement. Chaque épisode est une invitation à revoir et à créer ta propre vérité. Aujourd'hui, par le biais de la différence entre juger et condamner, tu auras l'occasion de libérer bien des gens, incluant toi-même, en plus d'assainir tes relations au quotidien et t'accorder davantage de liberté d'être en comprenant le concept de l'inadhérence. J'ai 6 points dont je veux te parler aujourd'hui, vraiment, parce que non seulement on juge, on se fait juger, mais en plus on a peur d'être jugé. Puis c'est ce qui fait qu'on adopte toutes sortes de comportements comme pour séduire ou pour pas déplaire ou pour éviter d'être jugé. Et pour moi, c'est un des processus dans lesquels on doit se repositionner pour accéder à la liberté d'être par l'authenticité. Mais comment on peut arriver à gérer tout ça? Ben, c'est ce que je vais vraiment approfondir aujourd'hui. Et bien sûr, je vais te parler de mon égarement, c'est inévitable. Alors, question Spring numéro 1. Pourquoi juge-t-on et le faisons-nous exprès? Je trouve ça intéressant d'amener le faisons-nous exprès. Parce que j'ai connu des gens autour de moi qui se sentaient mal de juger. Tu sais, ils se rendaient compte, oh mon Dieu, je suis en train de juger, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis donc bien pas fine, je suis donc bien un monstre. Et j'ai trouvé ça intéressant comme réaction, comme comportement de se prendre en flagrant délit de jugement et de se juger, de juger. Je me suis dit, mais ça s'arrête où, coudonc? Parce que le jugement, le comportement fondamental qui nous amène à juger. Puis juger, tu vas voir, là, on va y donner euh, on va y accorder de l'espace, là. On va l'ouvrir, là, comme on rouvre un livre, puis on va ouvrir le jugement comme un livre pour approfondir c'est quoi le jugement, puis ça vient de où ce comportement-là, cette espèce de réflexe-là qu'on a de juger. C'est qu'à la base, là, à la base, on est tous des animaux, OK? Quand on dit c'est le zoo, la vie, là, oui, on est tous des animaux. Et pourquoi on juge? C'est parce que les animaux, OK, si on part de là, les animaux, là, ils veulent juste savoir est-ce qu'on est la proie ou le prédateur, on est-tu en danger? Notre cerveau reptilien, là, il est comme, il veut savoir est-ce que le dîner est servi ou est-ce que il est le dîner. Donc, c'est sûr que spontanément, ça développe des réflexes mentaux de étiqueter, catégoriser, définir, identifier tout ce qu'on côtoie, que ce soit une expérience ou quelqu'un, on a le réflexe de vouloir définir ce qu'on constate parce que à partir de ce qu'on définit, ben, on arrive à définir si on est en danger ou pas. On s'en fout d'être en danger ou pas, mais le réflexe est là pareil parce que on a un système de survie hautement développé qui impacte tous nos choix, nos comportements, notre discours et qui, si on n'arrive pas à s'intercepter dans ce comportement-là, ben, on se comporte comme un animal et on n'a plus le libre arbitre pour gérer nos relations, puis agir différemment au gré de nos relations. Donc, non, on ne le fait pas exprès. Oui, c'est légitime. On doit apprendre à jongler avec ça. Ça, c'est un autre game. On va y revenir plus tard. Maintenant, comment gérer le fait que nous sommes jugés constamment? Donc,
Si nous, on a toujours le réflexe de juger, et encore une fois, je ramène, juger, là, je vais l'utiliser toute l'émission, c'est le sujet. Mais souviens-toi que juger, c'est définir et identifier qui est notre système de survie. Donc, comment gérer le fait que nous sommes jugés constamment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde a ce système de survie-là. Et tout le monde te juge pas. Tout le monde se compare à toi. Donc, dès qu'on entre en relation, c'est inévitable, les gens vont nous juger et j'aimerais amener une subtilité pour dire ils nous jaugent. C'est quoi une jauge? C'est un instrument de mesure. Donc, ils nous jugent pas, ils nous jaugent. Ça veut dire qu'ils mesurent le niveau de sécurité par lequel ils vont ressentir ou nous côtoyer. Donc, c'est vraiment intéressant d'aborder le jugement sur le système de la jauge parce que c'est par comparaison qu'on jauge notre niveau de sécurité. Intéressant, hein? Donc, c'est pas du jugement au sens propre du terme. Et c'est pour ça que je voulais faire cette émission-là, parce que c'est très, très, très différent, juger, jauger, versus la condamnation, auquel on va revenir un petit peu plus tard, mais de comprendre pourquoi on juge spontanément, qu'on se sent jugé spontanément, parce que c'est comme universel, c'est comme un virus. C'est comme c'est un comportement des plus normaux, des plus spontanés, des plus primitifs, on se l'accorde, mais qui a, une certaine place, il y a une certaine pertinence si on apprend à l'apprivoiser et à ne pas, se sentir mal dès qu'on sent que quelqu'un nous juge, parce que la personne ne nous juge pas, elle nous jauge. Donc, à partir de là, ah, OK, bon, ben, moi, la laisser me jauger, là, puis quand elle aura estimé qu'elle est en sécurité puis que je l'attaquerai pas, ben, je vais la laisser venir à moi. Tu comprends-tu que le comportement animal est beaucoup plus civilisé, beaucoup moins primitif, quand on utilise le jugement, en jaugement? Donc on se sent beaucoup moins persécuté et tout ça. Donc, et ça évite de se sentir mal de juger parce que c'est un comportement tout à fait légitime. Donc, sur quoi sont fondés nos jugements? Alors, j'amène de la précision. Euh, Quand on juge, dans le fond, on est en train de distribuer les rôles. Donc, sur quoi sont fondés les jugements? La distribution des rôles. Ça veut dire c'est qui l'alpha dans la troupe, c'est qui le prédateur, c'est qui le Thomas. OK? Donc, c'est vraiment le fondement n'est que la distribution des rôles dans une expérience. Et c'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que, on a des schémas relationnels, on a des schémas identitaires qui nous poussent à que la distribution des rôles, elle se fait presque automatique. On a beaucoup de misère, du moins, ça demande de l'entraînement. C'est ce que j'enseigne à mes étudiants, puis tu sais, c'est très progressif comme comportement parce que on a comme ce réflexe-là s'est tellement développé rapidement à cause que c'était de la survie, qu'aujourd'hui, de conscientiser, OK, là, je suis pas en train de juger quelqu'un, je suis en train d'observer pour distribuer les rôles dans l'expérience. OK? Wow! On s'entend que c'est très différent comme processus, donc de développer ce comportement-là, d'intercepter, de ralentir le processus mental qui gère cette distribution-là, c'est vraiment pas évident. Mais c'est sûr que n'importe quand on arrive, je suis sûre que tu l'as déjà vécu, là, on arrive dans un groupe qui ait 50 personnes ou qui en ait 4, c'est la même affaire, là. On est comme, on est comme prêts à être persécutés, prêts à être attaqués, on se méfie, on se sent pas bien, puis c'est ça qui est intéressant. On se sent pas bien. Pourquoi on se sent pas bien? Et même souvent, là, je suis sûre que soit tu l'as senti ou soit on te l'a dit, euh,
on a le sentiment que il y a du monde négatif autour de nous. Oh, il y a du monde négatif. Puis ça, c'est encore plus là, dans le milieu du mieux-être, puis ces affaires-là. Là. Ah, eux autres sont négatifs. Et je trouve ça intéressant parce que en tant qu'enseignante en neurosensoriel, tous ceux qu'on conçoit, perçoit, ressent comme négatifs ne sont que des différents de nous. C'est aussi simple que ça. Parce que négatif, là, ça n'existe pas. Positif, ça n'existe pas. OK? Mais on a l'impression que tout le monde est négatif. Pourquoi? Parce qu'il ne vibre pas sur notre fréquence. Donc, la richesse des différences, là, pourquoi j'ai appelé ça comme ça? C'est parce qu'on est tous différents. Donc, on est toute une distorsion pour quelqu'un à un moment donné ou à un autre. OK? Donc, quand je parle de distorsion, je parle d'un inconfort physique à côtoyer une différence, OK? Puis ça, là, c'est tellement universel, là, prends rien qu'un océan, mets la rencontre entre de l'eau douce puis de l'eau salée, ça va faire des vagues, ça va faire du mouvement, c'est dangereux, tu sais, ça crée des orages. Mais la différence entre un front froid et un front chaud au niveau de la température de l'air, ça va faire des précipitations. Donc, c'est le plus naturel des choses, c'est la différence. C'est juste que l'humain a différentes façons de concevoir la différence. La preuve la plus concrète, c'est le racisme. En quoi avoir une peau noire, c'est plus terrible qu'avoir une peau blanche, et vice-versa, là. Et vice-versa. Ça demeure un humain, là, on s'entend-tu? Mais tu sais, j'ai réécouté Forrest Gump en fin de semaine. Puis je regardais, là, c'est pas il y a 10 000 ans, là, que le racisme existait, puis que les Noirs avaient pas le droit de rentrer dans des écoles de Blancs, là. C'est d'un primitisme hallucinant, mais ça fait même pas si longtemps que ça, là. Donc, la différence a toujours été conçue comme un problème, et puisque la conscience de l'humain s'élargit au ressenti et non plus seulement aux yeux de voir la différence entre un noir et un blanc, puis un chinois ou peu importe. Maintenant, on ressent aussi avec notre corps, on capte des différences vibrato-sensorielles, vibratoires. Donc, c'est sûr que des différences, il y en a bien plus. On a des différences au niveau des yeux, la couleur, on a des différences au niveau auditif. Ah, on parle pas la même langue, mais on a des ressentis. Et ça se vit de caucasien à caucasien. Donc, peu importe, la différence se capte à plein de niveaux. Est-ce qu'on va concevoir notre différence comme un problème? Ben, c'est à nous de voir. Mais c'est sûr que le jugement, la semence du jugement vient d'une captation d'une différence et c'est là que ça devient intéressant de s'intercepter pour s'attarder à qu'est-ce qu'on fait de la différence et surtout de la nôtre. Parce que la différence des autres, il y en aura tout le temps. Mais comment on va concevoir notre différence, c'est là que ça devient un challenge, dans le fond, de se repositionner comme il faut au niveau de notre différence. Maintenant, qu'est-ce qui nous donne le droit de condamner? Et qu'est-ce qui nous donne le droit de condamner? C'est tellement facile. Tu sais, quand on juge, là, mettons, là, puis c'est vraiment drôle, parce que j'en ai déjà parlé, notre discours mental nous parle beaucoup, puis moi, je l'utilise beaucoup. Quand j'ai besoin de me parler, j'écoute mon discours mental et je m'en vais m'asseoir à quelque part, puis je regarde du monde et là, je juge. Et pourquoi je juge? Parce que je me dis, à partir de mes jugements, je peux me voir mieux. Je peux me comprendre mieux parce que quand je juge, je me définis dans la situation, dans le rôle, je me compare. Donc, c'est comme un outil d'auto-observation. Je m'entends mieux quand je suis avec d'autres mondes. Mais j'ai pas besoin de leur parler, puis j'ai pas besoin de leur dire t'es trop, t'es pas assez. Je, je m'écoute réfléchir, je m'écoute comment les rôles se distribuent pour me voir, m'entendre mieux. Fait que, qu'est-ce qui nous donne le droit de condamner? Et c'est là que la condamnation, ça veut dire on met
une étampe, on scelle, c'est comme mettre une étampe au fer rouge où est-ce qu'on décide que notre jugement est la vérité. Ça veut dire quoi? Ah, elle là, je sais pas moi, elle est superficielle, admettons. Donc, elle est superficielle. Ça veut dire que je la juge et je la définis, je l'identifie et je scelle son identité et son rôle dans ma vie. Ça veut dire quoi? Je me compare, donc je m'estime moins superficielle. C'est aussi simple que ça, OK? Donc la condamnation, ça veut dire que les rôles se sont distribués, la comparaison s'est faite et on condamne, ça veut dire qu'on ne remet pas en question le jugement. Et c'est ça qui, souvent, va nous emprisonner dans un schéma relationnel slash identitaire parce que, à force de juger tout le monde, on confirme notre identité. Et souvent, notre regard va être attiré vers ceux qui ont le plus de potentiel de confirmer notre identité. Et quand je parle de notre identité, là, notre identité, euh, la façon dont on se conçoit est l'une des choses les plus inconscientes que l'on vit, OK? Je le sais parce que j'accompagne des gens en lucidité. Et tout ce que je me rends compte d'année en année, c'est à quel point on se voit que partiellement. Moi-même, là, moi-même, je me suis vue partiellement pendant tellement longtemps, pour pas dire toute ma vie, là. OK? C'est vraiment dur de se voir complètement dans nos égos. On en a tellement d'égos. Nos égos, là, c'est ce que l'on croit que l'on est, OK, à la base, mais dans des situations, dans des relations. Et ce que l'on croit qu'on l'on est, là, ça va être différent quand on est avec notre chum, quand on est avec notre mère, quand on est allé avec des collègues, quand on est avec des clients. Chaque situation, chaque contexte relationnel a son propre ego. T'imagines-tu comment on a? Donc, c'est vraiment dur de toutes les voir, là. Fait que c'est pour ça que j'enseigne la lucidité. J'enseigne à se voir le mieux possible, avec le plus de précision possible et le plus proche de tout au complet, là, possible. Fait que c'est vraiment pas évident, puis c'est un processus, là, qui se vit dans l'école, là, pratiquement au gré des 12 modules. Il y a des modules dédiés spécifiquement à ça. Mais tout ce qui se vit dans l'école, là, il y a une petite graine de ça qui se développe, de développer toujours plus de présence, de lucidité à l'être multidimensionnel que nous sommes. Fait que c'est vraiment fascinant. Fait que c'est pour ça que juger n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que ça nous permet de voir quel rôle on distribue, parce que à partir des rôles qu'on distribue, ben, on peut conscientiser, on est-tu l'acteur principal ou pas? C'est souvent ça. En tout cas, pour moi, là, ça a été ça, une bonne partie de ma vie, là. J'étais pas vraiment l'acteur principal dans certaines relations, puis ça m'a détruit vraiment beaucoup. Donc, si on part du fait maintenant qu'on commence, parce que l'épisode n'est pas fini, là, je te donne les grandes lignes sur quoi observer puis quoi constater. Donc, comment gérer l'envie du plaidoyer? Quand je parle d'un plaidoyer, parce qu'il n'y a pas juste dans une cour, dans une cour de justice, dans une salle d'audience que le plaidoyer a sa place. Et ça, là, l'envie du plaidoyer. L'envie du plaidoyer, c'est de se défendre, d'argumenter, de contredire, de nier, euh, de convaincre. Tous ces comportements-là, je, j'aime pas ça généraliser, mais j'aurais quasiment envie de dire tout le temps. J'ai bien, bien, bien envie, ben j'essaie de me convaincre que c'est pas tout le temps, là, mais 90% du temps, c'est un ego qui parle. Et pourquoi je sais puis que j'ai tendance à dire tout le temps que c'est un ego qui parle?
Parce que un ego, il a été étampé au fer rouge dans une identité. OK? Et cet ego-là, c'est sûr qu'il veut rester en vie, il veut exister, il veut faire la preuve qu'il existe. Donc, c'est ce qui influence tous nos comportements dans la majorité du temps. Donc, pourquoi il vient fâché? Pourquoi il a envie de se défendre? Pourquoi il veut argumenter? C'est parce que il se sent pas vu et entendu. Parce qu'il veut exister sous la forme qu'il croit être. Parce qu'on lui propose un rôle qu'il n'a pas choisi. Donc, l'émotivité d'un ego qui va l'amener à rentrer dans un plaidoyer est la preuve que on vit dans une prison quelconque. La lucidité identitaire va vraiment t'amener à te voir dans ça. Et, et le plaidoyer, là, je dirais, là, puis c'est fascinant parce que des égos, il y en a toutes les sortes et la spiritualité n'épargne pas. Donc, il y a des égos spirituels aussi. Et euh, c'est vraiment important d'accorder la place au plaidoyer. Parce que c'est révélateur. C'est comme la peur. Tu sais, j'ai une émission que j'ai faite sur la peur, là. La peur nous révèle nos besoins ou ce qu'on craint de perdre ou de manquer. Ben, le plaidoyer, c'est un petit peu la même chose. Et ce serait vraiment un beau challenge à te faire quand tu commences à te débattre, là. Tu sais, quand on commence à non, 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 ben voyons, puis tu sais, quand tu t'interceptes en train de vouloir te défendre ou argumenter, là, ben, écoute-toi argumenter et pose-toi la question. Ça peut être pendant ça demande de l'entraînement, là. Même moi encore, même si je suis capable de le faire pendant, je le fais pas tout le temps parce que on est tellement émotif que c'est très dur de s'intercepter dans le pendant. Mais si tu es capable dans le pendant, tant mieux. Puis si tu t'entraînes dans le après, ben tu vas pouvoir devenir capable dans le pendant. Après l'argumentation, au lieu de faire ruminer dans ton cerveau, j'aurais donc dû, j'aurais voulu, puis yang si, puis rah, puis au lieu de bougonner là, pendant une semaine à propos de ce conflit-là qui est surgi, euh, moi, ce que j'utilise, c'est vraiment de me dire pourquoi c'est si important pour moi de. OK? Donc, et la suite de la phrase, c'est d'exister sur cette forme-là. OK? Donc, pourquoi c'est, admettons, là, je sais pas, quelqu'un te dit, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il pourrait bien dire? T'es trop quelque chose ou t'es pas assez quelque chose ou, euh, ah, j'ai une cliente que elle avait dans son travail, elle avait un ancien processus selon lequel elle existait beaucoup en tant que pilier. OK? Et bien sûr, elle voulait sortir de ce processus-là. Donc, on a fait tout le processus. Bravo, bravo encore si tu m'écoutes puis si tu te reconnais. Elle a fait un processus extraordinaire pour sortir du rôle de pilier. Sauf que dans le processus, bien sûr, euh, elle a vécu toutes sortes d'expériences pour l'aider à passer à un autre palier. Et une des expériences que je me souviens qui était le plus fascinante, c'est qu'elle était allée à un party d'employés et il y a une personne dans son milieu de travail qui a dit: «Ah, on va donner ça à elle, elle aime ça, les problèmes.» Et là, la cliente revient vers moi, elle dit: «J'ai eu une réaction épouvantable. Qu'est-ce qui se passe?» Et là, elle me raconte ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'aimais ça, les problèmes. Et là, je l'amène à se voir. Donc, pourquoi c'est si important pour toi que tu n'aimes pas les problèmes? Alors qu'elle avait à voir que oui, si elle existait sous la forme d'un pilier, qui a réponse à tout, qui voit tout, qui est vigilante, qui est professionnelle, qui est à l'affût de toutes les choses et qui règle tous les problèmes, c'est sûr que de l'extérieur, on voit ça comme quelqu'un qui aime les problèmes, mais c'est pas parce que on existe sous l'esclavagisme d'un ego de pilier qu'on aime les problèmes parce qu'on n'a pas choisi. C'est pas
quand on est emprisonné dans un comportement égoïque, qu'on est sous l'emprise d'un ego, on se voit pas, là. Mais c'est sûr que son processus précédent, c'était de se valoriser par sa capacité à résoudre les problèmes. Donc, les gens pensait qu'elle aimait ça, mais dans le fond, ce qu'elle aimait, c'est se valoriser par sa capacité à résoudre des problèmes. Donc là, on était en processus ensemble, puis là, elle se disait, ben ouais, mais j'en veux plus de problème, je t'ai écœurée d'être un pilier, je t'ai écœurée de soutenir tout le monde. Donc, elle avait à se voir dans l'ampleur de son monde. Et là, de se voir, fait comme, mon Dieu, j'en voulais donc ben. Là, elle s'est comme vue et elle a pu faire en conscience parce qu'elle se voyait enfin dans son désir d'avoir des problèmes à régler pour faire la preuve qu'elle était une régleuse de problèmes. Et c'est là que tu vois le paradoxe. C'est un ego. Elle choisissait pas d'avoir plein de problèmes, mais son ego de régleuse de problèmes cherchait à tout prix à avoir des problèmes à régler pour continuer d'exister. Donc, c'est très, très, très paradoxal. Le processus de l'ego, personne ne veut avoir des problèmes à régler, mais il y a des égos qui sont contents d'être des régleurs de problèmes. Fait que tu comprends-tu mieux que le plaidoyer, donc elle était en train de se débattre, de dire, j'aime pas ça les problèmes, alors qu'elle ne savait pas qu'elle en voulait, elle ne savait pas euh, qu'elle en avait besoin, à la limite qu'elle en créait, parce qu'elle a fini d'en créer, mais elle avait à se repositionner en conscience, donc de se voir dans son processus de création de problèmes, de besoin d'avoir des problèmes pour se valoriser dans son quotidien, pour sortir de cette prison-là. Et elle est très contente aujourd'hui de regarder les gens. Les problèmes, il y en aura tout le temps. Mais si tu as besoin d'exister en tant que résolutionneuse de problèmes, ça devient un irritant parce que tu n'as plus le choix. Et là, ensemble, on a développé son aptitude à regarder un problème, mais de ne pas en faire son problème. Et là, elle a goûté à la liberté de choix. Ça veut dire, oui, il y a un problème. C'est-tu le mien? J'ai-tu envie de le régler? Mais avant, quand tu es sur l'emprise de l'ego, tu es en mode survie. Si tu n'arrives pas à faire la preuve, encore une fois de plus, que tu étais une régleuse de problèmes, parce que son ego était ça, ben, tu es dans la merde, tu vas mourir, là. OK? Donc, tu es en danger de mourir si tu demeures pas la régleuse de problèmes. Et elle a découvert le plaisir de se tourner les pouces à regarder les autres se débattre comme des diables dans l'eau bénite sur des problèmes. Elle a fait comme, hein, c'est donc bien cool, c'est donc bien simple, c'est donc bien facile. J'ai un autre étudiant, j'ai un étudiant de mon école qui a vécu le même processus. Autant, lui, c'était autant dans sa vie familiale que dans son travail, que il y avait un ego de responsable. Puis ça, l'ego du responsable est très, très, très répandu chez les parents. Donc, que ce soit les mères ou les pères, c'est un des égos les plus répandus, l'ego de la responsabilité. Donc, de faire la preuve qu'on est quelqu'un de responsable. Donc, je t'invite vraiment à te voir donc, les questions. Donc, si je te ramène, si je reprends cet exemple-là et que je te ramène à la question que je te propose, tu sais, c'est vraiment en quoi c'est si important pour toi de ne plus être, de ne pas être quelqu'un qui aime les problèmes, en quoi ça peut être important pour toi d'être celle qui aime les problèmes. Et là, tu vas pouvoir aller voir ta posture actuelle versus l'emprise de l'ego. Et tu vas sortir de l'hyperémotivité, tu vas te voir, tu vas t'accorder ta liberté d'être, te redonner le choix. Et pouf, ça va se dissoudre. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un processus vraiment identitaire, l'ego. Et il y a toutes sortes de façons de s'empêtrer et il y a toutes sortes de façons d'en sortir parce que ce que je me rends compte depuis 10 ans, c'est que tout le monde vit ce processus-là de façon tellement spécifique, tellement différente, que c'est pour ça que j'ai mis de l'accompagnement là, par le biais du processus de l'école, des rencontres aux 2 semaines pour que des fois, on n'arrive pas à coller l'expérience avec ce qu'on vit, on n'arrive pas à coller l'enseignement avec ce qu'on vit, mais on se rend compte, coudonc, je vis quelque chose. Il y a justement une de mes étudiantes qui dit, je sais là que c'est à cause du programme, là, mais je sais pas si par rapport à quoi. Et c'est là qu'on s'amuse à aller dire, ben oui, tu es en train d'apprendre ça, c'est normal que tu vives cette expérience-là pour pouvoir faire un nouveau choix. Parce que c'est ça le processus, là. C'est si on se voit pas complètement, on peut pas faire des choix cohérents.
Donc, de te voir de plus en plus dans tes comportements égoïques va pouvoir te permettre d'en sortir enfin. Et ma sixième question, savais-tu qu'on se condamne nous-mêmes? Savais-tu qu'on se condamne nous-mêmes? Je l'ai faite plein de fois. Je me suis condamnée très souvent. J'ai condamné très souvent. Ma première grande condamnation a été bien sûr la personne qui m'avait accusé, agressé sexuellement. Ça a été ma première condamnation. Ce qui est intéressant, c'est que oui, je l'avais condamné en tant que méchant, mais je m'étais condamnée en tant que victime. Et ça m'a pris 25 ans à me décondamner, OK? À m'accorder une liberté conditionnelle. 25 ans. Donc, j'ai fait 25 ans de pénitencier parce que j'étais convaincue, donc j'étais une convaincue que le méchant ne pouvait pas être d'autre chose que méchant et que la vulnérable, naïve, souillée, euh, peu importe, là, j'avais une liste longue de même là, de ce que j'avais fait de moi à l'issue de l'expérience. Tout ça, c'était imprimé au fer rouge. Donc, j'étais une convaincue d'être tout ça. Et c'est ce qui m'a mis en prison pendant 25 ans à avoir des comportements autodestructeurs. On m'aime juste pour mon cul. Je suis souillée, je mérite pas d'avoir du bel amour. Je mérite juste, je suis, puis j'avais fait j'avais été maladroite en amour puis en amitié. J'étais une traître. Donc, j'étais un monstre de toutes les façons possibles et imaginables. Donc, toutes ces croyances-là, là, qui nourrissait la légitimité de mes prisons. Il y a des journées que j'allais dans la cellule de la culpabilité, dans des années, des fois j'allais dans la cellule de la naïveté, mais peu importe, je faisais juste passer d'une cellule à l'autre où est-ce que je m'emprisonnais dans un grand manque de liberté d'être, où est-ce que je m'étais condamnée. On peut facilement se condamner. Pourquoi? Parce qu'on le fait depuis qu'on est haut comme ça. Ce que j'ai écrit, les 2 condamnations les plus répandues, OK, puis tu peux lever ta main et dire: «Ah fuck!» Les 2 condamnations les plus répandues sont celles du «je suis trop» ou «je suis pas assez». Elles nous affligent dès l'enfance, autant par nous que par les autres. Et je crois que c'est perpétuel, car ça ne fait que changer de forme avec les années. OK? Dans la petite enfance, là, on se compare. Puis tout le monde sait qu'on ne grandit pas à la même vitesse, on ne développe pas les mêmes capacités à la même vitesse que tout le monde. Donc, s'il y a un processus où est-ce que notre différence, l'aspect différence est pimpé, là, parce qu'on développe tellement d'aspects de nous dans la petite enfance qu'il n'y a que l'option d'être trop passé parce que la comparaison est omniprésente dans tout ce qu'on fait, que ce soit par le biais de nos frères et sœurs, que ce soit par le biais de la maternelle ou nos parents. Puis, y a-tu plus impertinent que de se comparer à cet âge-là, alors qu'on se compare à des adultes, on se compare à des grands frères, des grandes sœurs, on s'égare tellement dans la comparaison qu'on se juge, on se persécute et on se condamne à des étiquettes relationnelles par la comparaison et on s'enferme dans le trop passé. Et comment que ça change de forme? Ben, dans l'enfance, encore une fois, on se compare avec les résultats scolaires, avec nos performances sportives, avec notre style. Donc, encore là, on est trop ou pas assez. Adolescent, j'en passe, là, ça, c'est une autre chose que j'ai vécu à mon adolescence. Tu te souviens sûrement, parce qu'on l'a tous vécu, surtout les filles sont beaucoup plus impactées par ça, mais tu sais, c'est comme, à mon époque, on avait l'expression être une PD.
Une PD, c'est une pas déniaisée, donc les filles qui disent non, je peux pas, ou non, 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 puis qui veulent pas donner des petits becs, puis qui veulent pas avoir des rapports sexuels, puis donc c'était des PD. Puis l'autre versant, t'avais des putes, des agaspicettes, des cochonnes, donc t'avais il y avait pas de juste milieu, là. Fait que tu trop ou pas assez par définition, là. Tu sais, il y avait pas de juste milieu, vraiment. Puis, tu sais, moi, je me suis retrouvée, tu sais, je suis passée de pas assez à trop, là, parce que, tu sais, j'étais une PD, puis du jour au lendemain, je me fais agresser, puis pouf, je deviens une pute, là. Fait que, tu sais, c'était tellement aberrant. Donc, l'adolescence, c'est vraiment le trop ou pas assez au niveau de la sexualité, souvent, qui va ressortir le plus parce que on a à se découvrir dans cet aspect-là. Les hormones s'éveillent, puis c'est vraiment dur de trouver le juste milieu où est-ce qu'on peut explorer notre sexualité sans être jugé, sans se juger, parce que ça, c'est l'option qu'il faut jamais oublier. Le jugement le plus sévère, le plus strict et le plus impactant, c'est notre jugement envers nous-mêmes. En adulte, comment le trop est passé se manifeste? Ça va être au niveau du salaire, au niveau de nos compétences, nos capacités en tant que parents. Donc, tout ça, là, le trop passé, là, c'est comme à perpétuité. Condamnation à perpétuité dans le trop ou le pas assez, ça fait juste changer de forme. Et on devient comme on devient comme un peu esclave de ça parce que c'est comme si au-delà de l'imposture ou de toutes les exigences socio-culturelles de bienséance, il y a quelque chose qui exige de nous de trouver comment on peut être ni trop ni pas assez. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas évident. Et c'est pour ça que je suis devenue enseignante d'authenticité parce que c'est tellement dur de trouver on est quoi en fin de compte? Quand on arrête d'essayer d'être bienséant, quand on arrête d'essayer de fitter dans un cercle social, de se faire aimer de notre conjoint, quand on arrête de faire tout ça, il reste quoi, là? On est quoi? Puis c'est vraiment fascinant parce que tu sais, j'ai tellement eu de clients ou de clientes que je leur disais, tu sais, ils arrivaient là, puis ils me faisaient, ah, je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça. Ouais, mais tu veux quoi? Il n'y avait pas de réponse au bout du fil, là. On sait bien plus ce qu'on veut pas. Et souvent, pour ne pas dire tout le temps, encore une fois, ce qu'on veut pas, c'est répondre à des il faut ou il faut pas. C'est souvent des comportements imposés. On veut pas ça parce qu'il faut. On veut ça parce qu'il faut pas. Donc, c'est tout le temps puis, un des fondements pour reconnaître, détecter ou entendre ou t'intercepter dans un comportement égoïque, c'est si tu utilises il faut. Il faut, c'est typique de l'ego, ça choisit pas. C'est une obligation, c'est une croyance. Et lorsque tu t'entraînes progressivement à passer de il faut à je veux ou je choisis, c'est difficile. C'est vraiment difficile parce que j'ai même un étudiant, c'était vraiment drôle parce que lorsqu'on s'entraîne à cette présence-là, le temps change de forme. Étant donné qu'on vit plus dans plein de réalités parallèles en même temps par vivre dans le passé, vivre dans le futur, vivre dans le passé, vivre dans la peur du futur, vivre dans les regrets, vivre dans l'appréhension du futur, ben, quand on apprend à vivre au présent, tout à coup, on vit le temps différemment, on a du temps. Puis j'ai un de mes étudiants qui avait dit ça. Il dit là, il dit, j'ai plein de temps, mais je sais pas quoi en faire. Et il s'est rendu compte que tous ses comportements étaient influencés par il faut. Et là, quand il s'est défait de tous ces il faut, il dit il reste juste du temps pour moi. Ça veut dire que c'est grâce à moi ou à cause de moi si je suis heureux. Et la même chose, c'est grâce à moi ou à cause de moi si je suis malheureux, là. J'ai plus de il faut qui gère la pertinence de mes actions, qui gère le choix de mes actions. Donc, il reste que le choix de nourrir son plaisir, sa contemplation, sa délectation ou pas. Fait que c'était vraiment déstabilisant pour cet étudiant-là. Puis il disait, qu'est-ce que je suis supposée faire?
de ce temps-là. Puis c'est vraiment émouvant cet espace-là parce que lorsqu'on se rend compte qu'on a fait des choix par il faut prendre soin de nos enfants, il faut que je donne du temps à mon chum, ou peu importe. Lorsqu'il reste plus de il faut, c'est là qu'on se rend compte à quel point on a fait si peu de choix en fonction de notre plaisir. Il faut travailler, il faut se laver, il faut faire le ménage, il faut. Mais quand toutes les il faut sont tassés puis qu'il reste juste, admettons que j'ai envie de me faire plaisir, là, qu'est-ce que je ferais vraiment? Et qu'on se rend compte, je le sais pas, que la réponse est je le sais pas. Ouf! Ça donne une claque sur la gueule, je te l'accorde. J'ai dû me donner cette claque sur la gueule là plus qu'une fois parce que euh, plus on s'ignore dans sa vie, moins on se rend compte qu'on s'ignore parce que ça devient comme la seule chose qui existe. Et on perd le choix, on perd le plaisir, nos priorités. On est tout le temps dernier de la liste, puis cet espace-là est pas confortable, mais c'est comme si la société, puis toute la vie, nous avait entraînés à ignorer l'inconfort du il faut. Ignorer l'inconfort de se donner pas le choix. On est rendu vraiment bon à ne pas se donner le choix. C'est vraiment une faculté autodestructrice, tellement facile à acquérir, à développer, à s'entraîner, à nourrir et à s'y égarer profondément parce que c'est rendu la normalité. Et lorsque on voit des gens qui tout à coup ont du temps, se priorisent, les gens les regardent drôles, puis j'ai même vu des gens se faire sentir coupables. Ben voyons, on sait bien, toi, t'as rien que toi à t'occuper. Tu sais, comme méga jugement, là. Donc, tu sais, c'est fascinant à quel point il est rendu normal de se négliger, de s'ignorer. Euh, c'est, 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 c'est inouï. Moi, puis je suis pas dans le jugement de ça parce que je l'ai fait. Je suis dans le constat de l'aberration de la chose. On s'égare tous, là, pendant X années, là, puis ça se compte en décennies, là, jusqu'à temps qu'un jour, on fasse le choix de dire, est-ce que je me donne le choix aujourd'hui? C'est fou, c'est fou. Donc, c'est un processus très exigeant. C'est une zone d'égarement dans laquelle je me suis égarée et je suis encore en entraînement de ne plus m'y égarer parce que c'est c'est un réflexe presque aussi présent que respirer, là. En tout cas, dans mon cas, puis j'ai côtoyé beaucoup de gens qui étaient dans cet espace-là. Donc, c'est vraiment fascinant à quel point c'est facile de s'égarer là. Je termine la portion partage. Les condamnations les plus brutales proviennent de nos prétendues erreurs ou échecs. Pourquoi? Parce qu'elles nous définissent en tant que personnes. Mais qui nous emprisonne réellement? C'est nous. En choisissant de croire que la condamnation fait de nous un ou une coupable. C'est l'identité. Euh, nos prétendues erreurs ou échecs, je pense que depuis que tu écoutes les émissions, tu sais que j'en ai fait. Tu sais que je me suis jugée. Tu sais que je me suis condamnée. Et tu dois commencer à te douter que je suis sortie de prison aujourd'hui. Et si je prends le temps de regarder ça, je pense que c'est un petit peu pour ça que je fais le podcast. Parce que
On s'ignore tellement. Quand j'étais dans mon enfer d'auto-persécution inconsciente, je pensais que c'était la seule façon de vivre. Je pensais que tout le monde vivait comme ça. Mais c'est pas vivre, c'est survivre. Et je me dis que si on sait pas qu'il y a d'autres choses qui existent, on reste là. On reste parqué dans une vie d'esclavagisme égoïque où le il faut influence tous nos choix. Puis la richesse de la différence, c'est se redonner le choix. Ce qui va faire une différence dans ta vie, c'est te redonner le choix. Puis au début, c'est tellement inconcevable. Je me souviens, j'ai eu des clients, là, des clients, des clientes, là, j'en ai eu toutes sortes de formes où est-ce que le choix était même plus une option. C'était fascinant. C'était fascinant à quel point le choix n'était plus une option. Puis qu'est-ce qui faisait que ce n'était plus un choix? Parce que agir autrement entraînait une condamnation. Je ne suis plus un bon parent, je ne suis plus une bonne mère, je ne suis plus une bonne personne, je suis plus un être spirituel. Tout, et tout ça naît de l'auto-jugement, de l'auto-persécution et de l'absence de choix. Et que si on sort du cadre qu'on a exigé de nous, c'est la condamnation instantanée. Donc, c'est pour ça que je faisais cet épisode-là aujourd'hui, pour comprendre que le jugement le plus nocif, le plus impactant et le plus crédible, c'est notre auto-jugement. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui nous emprisonne dans nos prisons égoïques? C'est la condamnation identitaire et les exigences qui en découlent. Donc, moi, je suis ça, je veux être ça, je pense que je suis ça, puis je veux qu'on pense que je suis ça. Donc, je me condamne à vie, à me comporter de cette façon-là. Donc, c'est de la condamnation. Et qu'est-ce qui est... comment on peut sortir de cette prison-là? C'est en se redonnant le choix, OK? Et c'est dans cet espace-là que je veux t'amener. Donc, mais tu peux pas choisir si tu te vois pas, là. Tu peux pas choisir si tu te vois pas. Donc, pour reprendre l'exemple de ma cliente, là, elle choisissait pas d'avoir des problèmes, mais elle en avait donc bien besoin pour prouver qu'elle était un pilier, un soutien, puis de l'hypervigilance et tout ça. Donc, mais un coup qu'elle s'est vue, elle s'est arrêtée de se rendre responsable, de prendre en charge, Donc, c'est vraiment ça la magie de la lucidité identitaire et relationnelle. On comprend pourquoi on fait des choix qu'on pense qu'on fait pas ou qu'on ferait pas. OK? C'est plus ça. On comprend pourquoi on fait des choix qu'on comprend pas pourquoi qu'on les fait. OK? C'est c'est vraiment ça, OK? La lucidité identitaire t'amène à comprendre pourquoi tu fais des choix que tu comprends pas pourquoi tu es ferais. Et qu'un coup, tu te vois vraiment dans ton processus égoïque, là, tu dis, ah, ben oui, c'est normal que je faisais ces choix-là, puis c'était normal que je me livrais ça, puis c'était normal que je faisais ça. Ah, ben là, je peux-tu vivre d'autres choses? Oui, oui. Donc, c'est vraiment ça, c'est pour ça que j'enseigne la lucidité, c'est d'arriver à se voir dans ses comportements égoïques, de se reconnaître dans le besoin de l'ego pour pouvoir assouvir, combler, puis que ça finisse par en finir, là. OK? Donc, pour redonner les clés de la prison et de faire le choix d'en sortir. Alors, c'était différent. Incitatif d'intégration. J'ai 4 questions pour toi. 1. Regarde ta plus grande erreur. Quelle était ta plus grande erreur? Question numéro 2 par rapport à ta plus grande erreur. Le savais-tu avant de commettre ta plus grande erreur? Le savais-tu avant que ce serait ta plus grande erreur?
Question numéro 3. Le referais-tu maintenant? D'habitude, c'est non. C'est une petite question facile dans dans le parcours. Mais la quatrième question, c'est là que tout se passe. Préférerais-tu ne pas savoir encore aujourd'hui et ainsi risquer de le refaire? Et personnellement, je te dirais que moi, c'est ce qui a fait de moi une amoureuse de la vie, c'est que je me suis tellement plantée de plein de façons que je sais comment ne plus me planter aujourd'hui. Je sais que pourquoi je me suis autant plantée, j'avais à apprendre à m'aimer dans ma compétence à me planter. Donc, c'est ce qui fait vraiment de moi une amoureuse de la vie aujourd'hui, c'est que ces 4 questions-là sont très simples et elles se prêtent à tous les contextes. J'ai une amie que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est une de mes amies de plus longue date. On s'est connus en 2003. Et son père était très âgé, donc elle a perdu son père quand même assez jeune. Et ben pas enfant, là, quand même adulte, là, on se connaissait déjà. Et quand elle a perdu son père, elle souffrait beaucoup, beaucoup, beaucoup du départ de son papa parce qu'elle était très proche. Il y avait une belle complicité, il y avait de l'amour, de l'affection, il y avait tout, tout, tout. Et elle souffrait donc ben de son départ. Et j'ai posé à peu près le même processus. Mettons que je reprends les mêmes questions, mais je les mets par rapport au deuil. Quelle est ta plus grande souffrance? Le savais-tu avant que ce serait ta plus grande souffrance? Sachant que cette grande souffrance-là n'est accessible que ça parce que ça a été ton plus grand amour, t'en priverais-tu aujourd'hui? Et c'est là que, clic, il y a une magie qui s'est opérée et j'ai dit, est-ce que tu aurais préféré ne pas l'avoir aimé, ne pas avoir vécu cet amour-là aujourd'hui, si tu savais que tu allais souffrir autant? Et elle dit, non, je me serais privée de ça pour rien au monde. Donc, si tu n'as pas écouté l'épisode 1 de l'amour versus aimer, c'est beaucoup ça aussi que je parle. Euh, nos plus grandes erreurs, à partir desquelles on se condamne le plus sévèrement, sont aussi les espaces grosse bêtise, plus jamais. On a appris, on a découvert une limite, on a découvert quelque chose qu'on ne savait pas sur nous. Et ce qui est cool, c'est que maintenant qu'on le sait, on n'y retournera plus. Puis c'est ça que je trouve qui manque beaucoup dans les prisons d'aujourd'hui. On condamne à cause d'un geste impulsif, émotif, de survie, sans remettre en question puis de se dire je pense pas que je le referais. Mais nous qui sommes pas en prison, je pense qu'on peut se permettre de se dire je sais maintenant que je ne le referai plus. Puis c'est un bel espace d'amour de soi, de se décondamner et de s'accorder j'ai vécu une expérience qui me fait me connaître, qui m'a challengée dans mon amour de moi, mais je choisis aujourd'hui de m'aimer. C'est vraiment ça, moi, ce qui s'est passé au niveau de mon processus. Quand j'ai fait un monstre de moi pendant 16 ans, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Puis pourtant, j'avais vécu mon processus de l'agression sexuelle, 25 ans, là. Puis j'ai retombé, là, tête baissée dans un autre processus. Pareil! Et ça a duré 16 ans que, au lieu de me définir comme naïve, souillée, blabla, ben là, je me suis définie comme un monstre. Je suis retombée dans le même maudit processus. C'est cool, ça a duré 16 ans au lieu de 25, mais quand même, c'est tellement facile de se définir. Et j'avais oublié de considérer que je savais pas. Je suis allée explorer une zone inconnue, me suis plantée, je me suis fait du mal, j'ai fait du mal autour de moi, mais crime, je suis contente de le savoir, ben je ne le referai plus. Et cette gratitude-là, cette reconnaissance-là est un espace d'amour de soi très précieux auquel je te souhaite d'accéder si ce n'est encore fait. Alors, je ne te cacherai pas que si tu veux intégrer tout ça, t'entraîner à tout ça,
parce que c'est vraiment un processus qui nécessite de l'entraînement. C'est pas facile. On a appris à se condamner. On s'est comme entraîné spontanément, puis après ça, ça l'a confirmé qu'il fallait qu'on continue de le faire par nos expériences de vie. Donc, on est wiré, là, notre cerveau il fonctionne de même. Il faut se définir, il faut se définir, il faut se définir. Il faut se définir pour arriver à exister, mais on n'est pas obligé de se bitcher, OK? Se bitcher, là, je ne sais pas c'est quoi l'expression européenne, là, de se chanter de bêtises, de se condamner négativement, ou je sais pas trop. Mais on n'est pas obligé d'être méchant envers nous, OK? Donc, c'est difficile de se pardonner car l'identité est parfois trop bien collée. Et c'est souvent ça. Donc, de arriver à se concevoir autrement, de se voir totalement, va vraiment t'aider à sortir de peu importe le processus identitaire dans lequel tu es, parce que l'école, elle fait pas juste aller apaiser un de tes égos ou plusieurs. Elle te fait sortir du processus identitaire. Tu redeviens conscience, tu redeviens choix. Donc, c'est vraiment un processus là, que tu expérimentes la vie autrement. Donc, c'est une renaissance pour vivre la vie. L'ego va toujours être dans l'équation, mais tu n'en seras plus jamais l'esclave. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, je t'invite vraiment à l'école. Pour vivre ta renaissance, puis il y a même une nouvelle façon de s'inscrire à l'école, là, donc ça va être super intéressant. Je suis en train de tout mettre ça en place, là. Donc, va découvrir mon école. Appelle-moi pour qu'on en jase si vraiment c'est la meilleure façon pour toi de cheminer, si tu l'école ou l'accompagnement, parce que les deux se font. Appelle-moi, on va se prendre un petit 15 minutes ensemble pour jaser, pour vraiment que je regarde. Je recommande aux gens de plus de 40 ans. Pourquoi? Parce que faut qu'on ait le temps d'assez se faire chier pour vouloir en sortir. C'est plate à dire, mais c'est ça. Tu sais, à 30 ans, on commence à être solide, puis à 40 ans, on commence à se rendre compte que notre solidité est accessoire, illusoire et nocive. Donc, c'est souvent à partir de la quarantaine qu'on se remet suffisamment en question pour vouloir sortir de nos impasses inconscientes. Donc, si tu en haut de 40 ans, il y a des bonnes chances que tu sois prêt pour l'école. En bas de tout ça, ben, prends un appel découverte pour voir que je puisse vraiment t'évaluer là, où est-ce que tu es rendu dans ton processus parce que bien que l'école soit une voie extraordinairement euh, plus facile de progresser, il y a comme des prérequis d'expérience humaine qui font que euh, tu dois avoir côtoyé, utilisé tes outils de création pour te permettre de les conscientiser, d'être capable de les prendre puis de les maîtriser. Tu sais, je dis souvent, là, j'ai été une prodigieuse créatrice de merde. Ben, c'est par mes œuvres de merde que je suis entrée en possession de, hey, je suis capable de créer quelque chose. OK? Donc, c'est pour ça que je dis, il y a un processus avant d'arriver là. Et c'est pour ça que je me dis, de plus en plus, me semble qu'en haut de 40 ans, on est prêt à ça. Alors, je termine avec notre super mantra de la semaine. Je choisis de m'aimer suffisamment pour me donner le droit d'apprendre parfois dans la maladresse. En m'aimant ainsi, je me libère de toute condamnation illégitime. Je crois que si tu as compris l'épisode d'aujourd'hui, tu vas pouvoir t'amuser à te faire du bien avec ce mantra-là pour vraiment t'accorder ta sortie de prison. Puis si tu as besoin d'aide, ben ça va me faire un grand plaisir de t'accompagner dans ça. Alors, je te remercie pour ton écoute. On se voit la semaine prochaine. Ah, j'ai oublié de sortir ma liste. La semaine prochaine, curiosité versus naïveté. Ça va être très intéressant. Alors, je te dis merci pour ton écoute. Bien sûr, je t'invite à partager. Comme tu peux voir, cet épisode-là touche énormément de gens, amène beaucoup de lucidité. Donc, je t'invite vraiment à partager. Je te remercie d'avance de le faire. Et si tu écoutes sur YouTube ou peu importe, écris en commentaire en quoi tu te vois maintenant. Qu'est-ce que tu es arrivé à voir dans tes comportements, dans
quelle clé tu t'es accordé pour quelle prison tu sors aujourd'hui. Je serais vraiment intéressée à te lire là-dessus. Fait que je te souhaite une excellente journée. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.